Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence de notre cycle Questions de société. Donc, Lionel Mignot, je suis responsable du service culturel de l'ABU. Et on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Étienne Faugier et Damien Peterman pour aborder la question de la mobilité dans les transports. Donc, je vais vous présenter en quelques mots. Alors, on est là aussi dans le cadre de la parution de votre ouvrage, hein, Histoire des transports et des mobilités en France, 19e, 20e siècle, 21e siècle, pardon, qui est au centre ici. Donc, Étienne Faugier, vous êtes maître de conférence en histoire au département tourisme à l'Université Lumière Lyon 2. Vous êtes l'un des 3 coordinateurs de l'ouvrage collectif Histoire des transports et des mobilités, que je viens de citer. Et vous êtes spécialiste d'histoire des transports et des mobilités et président de l'association Passé Présent Mobilité, P2M. Damien Peterman, donc, on se connaît bien, vous travaillez à la BU. Vous êtes surtout docteur en géographie et aménagement ici, que vous avez obtenu à Lyon 3. Et donc vos principales recherches portent sur les représentations de Lyon aux époques modernes et contemporaines avec une approche croisant géographie, histoire, patrimoine et numérique. Vous avez soutenu votre thèse en avril 2022 sur l'image de Lyon dans les guides de voyage 19e et 20e siècle, sous la direction de Bernard Gauthier. Donc voilà, je vous passe la parole et un temps d'échange est prévu à la suite de votre intervention. Bonsoir, merci à tous et toutes d'être là aujourd'hui. Effectivement, comme vient de le présenter Lionel, aujourd'hui, l'idée, c'était surtout de parler d'un ouvrage qui est sorti en 2022, donc Histoire des mobilités, Histoire des transports et des mobilités, qui est un ouvrage collectif, dont Étienne Faugier est co-directeur. Et en partant de cet ouvrage, on voulait aussi traiter de différents sujets qui concernent les modes de transport, les mobilités, et aussi quelques exemples. Moi, je parlerai par exemple un peu de Lyon aujourd'hui. Donc l'idée, on va commencer par une présentation de l'ouvrage avec Étienne, et puis après, donc, on va alterner en traitant notamment de patrimoine, de mobilité touristique, de ville, de campagne, et puis également d'autres sujets que vous pourrez découvrir au fil de la conférence. Et je laisse la parole à Étienne pour la présentation de l'ouvrage. Merci. Merci Damien, et puis merci donc à la BU Lyon 3 de l'accueil chaleureux et puis de la table qui a été mise en évidence à l'entrée. J'ai pris des photos pour les archives et je vous remercie pour la scénographie avec des petites voitures, des cartes de tickets de bus et de TCL et puis de train. Donc on est bien dans la mobilité. Donc je vais essayer d'être synthétique et de vous expliquer. Alors, pardon, évidemment aussi de vous remercier chacune et chacun d'être venu ce soir pour discuter. L'idée c'est bien de discuter. On va essayer d'être rapide et efficace pour présenter l'ouvrage et puis après d'avoir un temps d'échange avec vous pour savoir pourquoi vous êtes venu et puis qu'est-ce qui vous intéresse dans ces thématiques-là. L'ouvrage n'a pas volonté de répondre à tout. Le but de cet ouvrage, c'est, comme Lionel l'a dit, c'était un travail collectif avec Louis Baldasseroni, qui est maître de conférence à l'Université de Nîmes en histoire, et puis Claire Pelgrim, qui est post-doctorante au LVMT à Marne-la-Vallée, d'accentuer un travail de longue durée qui a plusieurs ouvrages que je vous mets là. Donc, comme ça a été gentiment rappelé, je suis président de l'association Passé Présent Mobilité qui tient un séminaire donc, depuis 2005, un séminaire mensuel sur les transports et les mobilités où on cherche à favoriser un collectif de chercheurs, jeunes chercheurs, journalistes, politiques, etc., qui s'intéressent aux transports et aux mobilités parce que depuis les années 2000, il y a eu ce qu'on appelle un tournant de la mobilité. Le seul exemple que je vais vous donner pour être rapide, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF n'est plus une société de transport, mais une société de mobilité. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus que du train, elle fait du train, de l'autobus, de la voiture, etc., etc. Donc c'est une entreprise de mobilité, non plus de transport. Donc ce nouveau terme qui apparaît dans la sphère sociétale, on l'a repris, pas seulement les historiens, mais les sociologues britanniques, etc., pour essayer d'aborder, de dépasser ce qu'on appelle l'approche des transports. C'est l'ouvrage, le premier ouvrage. J'ai perdu ma souvenir. Bref, je sais plus où il est. Donc le premier ouvrage sur de l'histoire des transports et l'histoire de la mobilité.
L'histoire des transports, c'est quoi? C'est une approche modale, c'est-à-dire, et même moi, j'ai fait dans ma thèse une approche modale, c'est-à-dire que j'ai étudié l'histoire de l'automobile et de ses impacts. Ça, c'est une approche modale. Vous avez une histoire du train, une histoire de l'avion, une histoire, etc. Ce qu'on voudrait faire de plus en plus, parce que la société a un peu changé et qu'on s'aperçoit qu'on est capable de le faire aussi, c'est une approche plurimodale, donc l'approche de la mobilité. Donc c'est en ce sens-là qu'on a fait cet ouvrage, basé sur donc, plusieurs années de séminaires, où on a fait des ouvrages qui étaient à destination des universitaires. Les 3 ouvrages qui sont à votre gauche sont aux presses universitaires de Rennes, donc c'est plutôt pour des chercheurs, jeunes chercheurs. Il y a 2 collections qui sont toujours actives. Donc, la collection Mobilité et Société, qui est là aussi plutôt, encore une fois, pour des chercheurs, jeunes chercheurs. Et puis, une collection un peu plus petite en termes de volume, enfin de pages, chez Descartes et compagnie. Donc, il y avait ça. Mais par contre, ce qui nous manquait, à notre sens, c'était qu'il n'y avait pas de manuel qui s'adressait aux étudiants de la licence, surtout master et doctorat, en France sur l'histoire des transports et la mobilité. Comme vous l'avez devant vous sur les présentoirs, il y avait déjà l'existence d'outils méthodologiques dans d'autres disciplines. Collection U, hein, c'est pour ça on s'est mis en collection U. Donc collection U, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est collection universitaire. Donc on s'adresse bien aux étudiants universitaires. Et donc, il y avait déjà la sociologie des mobilités qui était apparue dans les années 90-2000, je ne sais plus la date exacte. Et puis, la géographie des transports qui a été rééditée en 2e ou 3e édition, parue la même année que nous, en 2022, avec ce titre Géographie des transports. Donc, le choix des mots est important. Et nous, en histoire, il n'y avait rien. Donc, on s'est dit, depuis 2005, on a peut-être assez de matière pour faire un manuel d'histoire des transports et des mobilités pour que les étudiants qui s'intéressent à ces thématiques-là, pas seulement en histoire, mais dans toutes les disciplines, puissent aller chercher, puisqu'il y avait déjà sociologie des mobilités, géographie des transports. Et donc, on a fait cet ouvrage-là. Je continue dans les lignes. Donc, cet ouvrage-là part de ce constat-là et de cette envie d'offrir aux étudiants, même si on sait, l'éditeur, Armand Collin est bien conscient que les étudiants n'achètent plus beaucoup de livres, parce que malheureusement, il coûte 26 €, donc c'est relativement cher. On en est bien conscient. Rassurez-vous, on ne gagne pas beaucoup d'argent là-dessus. Hein. C'est 20 centimes peut-être par ouvrage, et donc ils ne s'en vendent pas non plus des masses. Mais en tout cas, on tenait quand même à faire cet ouvrage pour marquer, pour faire une espèce de borne kilométrique, si on veut. On peut garder la métaphore là-dessus, de dire ça existe. Et il y avait d'autres pays qui l'ont fait. En Allemagne, vous avez déjà aussi un manuel des transports et des mobilités. En Italie, c'est déjà le cas. Donc en France, vu qu'on travaillait depuis 2005 sur ces thématiques-là, il fallait que ça avance à notre sens, parce qu'il y avait des ouvrages universitaires, mais pas des ouvrages pour les étudiants. Et donc cet ouvrage-là, il est fait pour les étudiants particulièrement. Donc comment on l'a construit? On a fait 2 parties. Une première partie qui est historique, évidemment, où on a fait le choix de partir du 19e siècle. On pourra débattre de pourquoi le 19e siècle et pourquoi pas avant. Je laisse les questions en suspens, comme ça je ne réponds pas à tout et je ne justifie pas tout. Et on s'est arrêté, alors vous voyez le chapitre 3 choisit de ne pas mettre de date finale. Donc on s'est arrêté peut-être aux années 2020, etc. Donc on est certes des historiens, parce qu'on est en fait 3 coordinateurs, mais à l'intérieur, on est une dizaine. Alors pour cette partie-là, la partie 1, on n'était que 3 à l'avoir travaillé ensemble. Pour la partie 2 qu'on va aborder après, il y a d'autres personnes qui sont venues nous aider. Et on a choisi d'abord d'avoir une partie donc chronologique pour aider les étudiants à se repérer dans le temps sur la France et comment ça se passe, le développement des transports en France, avec cette idée d'éclosion des réseaux, le réseau du chemin de fer, le réseau automobile, et ainsi de suite, le réseau aérien. Ensuite, on aborde la deuxième partie sur le XXe siècle et l'approche plutôt des mobilités, donc plurimodale, où on abandonne un peu cette approche par mode de transport, où on voit comment les mobilités sont collectives ou concurrentes ou complémentaires. Et enfin, la troisième partie qui s'approche du temps contemporain, donc c'est là où on pourrait
davantage critiqué, parce que c'est peut-être plus de l'histoire et plutôt du journalisme ou de la sociologie ou de la géographie, enfin ce que vous voulez, mais pas forcément de l'histoire. Le recul historique n'est pas suffisant pour parler de ces parties-là, puisqu'on fait un petit encart sur les trains de nuit. On a relativement peu de recul et de documentation en tant qu'historien ou historienne pour parler des trains de nuit aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place, qui sont déjà présentes. Et ça, donc cette partie-là se veut un contexte à prendre ou à laisser. Et la deuxième partie, donc les deux parties ne sont pas à lire nécessairement. Vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre. Si vous voulez une vue chronologique, avec cette fresque, vous avez au moins une vision d'ensemble. C'est ça qu'on voulait faire parce que ça n'existait pas auparavant. Ou alors seulement dans des thèses, donc quelque chose de relativement inaccessible. Et la deuxième partie, qui se veut elle aussi indépendante, relativement. Alors je ne sais pas si c'est lisible, je ne pense pas que ce soit lisible, mais en tout cas vous avez l'ouvrage qui circule. Là, on est sur déjà des articles novateurs, c'est-à-dire que vous ne les lirez nulle part ailleurs. Ce n'est pas des choses reprises dans d'autres livres, etc., ou dans d'autres conférences. C'est des choses qu'on a demandé à nos collègues, comme vous pouvez le voir, un urbaniste, un politiste, des collègues en histoire, des collègues dans le patrimoine. On a un collègue qui travaille au musée de la Poste, d'histoire de la Poste. On a un collègue, Stéphane Nicolas, qui est au musée de l'aventure Michelin. Donc pas forcément des universitaires à proprement parler. Et puis d'autres universitaires. Un collègue qui est au musée du Quai Branly. Donc on varie un peu les interventions et les contributions. Et on a choisi plusieurs thématiques. Alors c'est encore une fois pas exhaustif, donc il pourrait y avoir une deuxième édition, et on y réfléchit déjà lentement mais sûrement pour mettre d'autres thématiques là-dessus. En tout cas, on a proposé la question de la culture du déplacement, comment ça a évolué dans le temps. Évidemment, on a toujours une perspective historique. La question de l'écosystème, du système de mobilité, comment ça se passe, parce qu'on a tendance à voir depuis, dans nos études, qu'on se centre, et dans les publicités, dans les politiques, on dit la voiture, mais la voiture, elle n'est pas toute seule. Il y a un réseau qui lui permet de se déployer, donc une infrastructure. Il y a des normes de déplacement, il y a des lois. Pour conduire une voiture, il faut un permis, normalement. Ou alors les permis sans voiture, mais les voitures sans permis, pardon, etc., etc. Il y a une politique. Donc on peut voir l'article de Maxime Huret, qui est politiste, qui évoque comment on est passé d'une politique des transports à une politique des mobilités, avec ces applications qui vous permettent, l'appli TCL, qui vous permet aussi de voir les bus, mais aussi les vélos, puis etc. Et je ne les cite pas tous. Il y a des questions de sécurité, et là de manière plurimodale, le crash, le naufrage, l'accident. Donc on essaye de pas être seulement dans l'approche des transports. Et des fois, on est dans l'approche des transports. Des fois, on est dans l'approche des mobilités. L'infrastructure est importante. Le patrimoine, les mobilités touristiques. Et puis, le dernier chapitre sur les mobilités des autres, c'est comment aller voir les pays dits émergents ou les pays dits périphériques, les pays les moins avancés. On prendra peut-être le géographe me reprendra sur les termes précis aujourd'hui qu'on utilise. Comment eux peuvent être facteurs d'innovation pour nous, pays anciens, pays occidentaux. Et on verra dans les exemples que parfois, effectivement, les innovations ne viennent pas toujours de l'Occident, mais peuvent venir de l'Orient et viennent alimenter, re-questionner nos mobilités occidentales. Et donc, voilà. Donc, c'est à lire, soit, si vous voulez lire le livre intégralement, vous pouvez le faire évidemment, soit, si vous êtes dans une thématique, vous pouvez aller chercher la question infrastructure et donc aller voir le chapitre de Claire Pelgrim sur les infrastructures, etc., etc. Alors, il n'y a pas tout, certes, mais on a commencé là-dessus avec ces thématiques-là. Peut-être que vous aurez d'autres thématiques à nous suggérer. J'ouvre une deuxième piste de discussion sur qu'est-ce qu'il vous faudrait, qu'est-ce qui vous manque dans ces thématiques-là que vous souhaiteriez ou que vous attendiez à voir et qui n'apparaît pas. Ouais, merci. Merci, Étienne. Moi, je voulais commencer par un exemple. En fait, j'avais participé, ça remonte maintenant en 2015. Justement, il y avait Claire Pelgrim aussi qui était là, parce que c'était à Bruxelles. Il y avait eu un colloque qui s'appelait « Quand on arrive en ville », qui a donné lieu à une publication sur l'entrée en ville. Et j'avais présenté à l'époque
cet exemple que j'ai aussi traité de manière plus développée dans ma thèse, de l'arrivée à Lyon entre la fin de l'époque moderne et le début de la période contemporaine, donc en gros 18e siècle, 19e siècle. Et je trouve que c'est un bon exemple en lien avec l'histoire des mobilités, parce que à cette période-là, donc en fait au cours de la première moitié du 19e siècle, il y a un gros changement dans l'entrée à Lyon. Et à la fois, c'est représentatif de ce qui se passe dans beaucoup de villes européennes à l'époque, et c'est aussi particulier. Et comme on est à Lyon, je trouve que c'était intéressant d'en parler, parce que c'est pas forcément très connu. Alors en fait, Lyon, vous le savez peut-être, a été depuis longtemps une ville de passage, depuis l'Antiquité. Ça s'est renforcé au Moyen-Âge, à la Renaissance avec les foires, et tout au long de l'époque moderne, avec notamment le voyage en Italie, des artistes qui venaient de Flandre ou du nord de la France et qui passaient donc à Lyon, qui était un peu déjà une étape incontournable, tant d'un point de vue logistique que d'un point de vue pratique, géographique, parce qu'en fait, Lyon a la chance d'être un site de confluence, mais aussi un site où on retrouve pas mal de voies de communication, et ça s'est renforcé jusqu'à aujourd'hui. Et donc en fait, à l'époque, la plupart des voyageurs qui arrivent à Lyon viennent du nord, comme je le disais, et ils ont plusieurs options. Une option qui est la voie fluviale, c'est celle de descendre la Saône depuis Châlons, en passant par Mâcon et en arrivant à Lyon. Donc à la fin du XVIIIe siècle, ça prend environ 2 jours en bateau. Et le bateau, c'est ce qu'on appelle le coche d'eau, donc que vous voyez sur le dessin à droite, qui est un bateau assez particulier. Donc 2 jours pour descendre de Châlons à Lyon en bateau, sachant qu'il faut quand même faire la route terrestre de Paris à Châlons, par exemple. Et justement, la deuxième option, c'est les voies terrestres qui, à l'époque, se font en voiture à cheval, donc voiture hippomobile, diligence, avec là aussi 2 options quand on vient de Paris, la route du Bourbonnais, qui passe au sud, et la route de la Bourgogne, qui passe par Auxerre et qui rejoint Châlons. Donc ça, c'est les 2 options. Et ces 2 options, en fait, elles convergent à Lyon dans le même quartier, qui a pu porter plusieurs noms au cours de l'histoire, mais qu'on peut résumer en l'appelant le défilé de Pierre Cise, parce qu'en fait, à l'époque, c'est le site vraiment qui constitue l'arrivée à Lyon et qui se caractérise par un paysage tout à fait particulier qui a en partie disparu. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire un petit focus là-dessus. Parce qu'en fait, le site de Pierre Cise, à l'époque, c'est un rocher massif qui est en bord de Saône, avec une forteresse médiévale qui a été construite à la fin du XIe siècle, qui est une prison royale à l'époque, et dans le rocher, vous avez un escalier qui mène donc du bas jusqu'en haut, et une porte monumentale qui ferme la route. Donc ça veut dire que tous les voyageurs qui arrivent par la voie terrestre, puisque les routes du Bourbonnais et de Bourgogne se rejoignent au faubourg de Vèze, ils sont tous obligés de passer par cette porte-là, ou alors ceux qui viennent en bateau arrivent dans ce défilé de la Saône. Donc si vous vous baladez sur les quais de Saône, il existe encore ce défilé, même si aujourd'hui il est beaucoup plus large et ouvert qu'à l'époque. Mais c'est un endroit où la rivière fait plusieurs coudes, et notamment un grand coude qui va ensuite vers le bassin de Saône autour de Saint-Jean. Et donc comme vous le voyez, c'est vraiment le point d'entrée principal des voyageurs à Lyon. Et il a la particularité, cet espace, d'avoir été le plus représenté dans l'iconographie à l'époque moderne, et notamment par des artistes français et étrangers qui passaient à Lyon vers la route de l'Italie et qui étaient souvent frappés par cette entrée monumentale et pittoresque, donc qui a constitué pendant plusieurs siècles l'arrivée à Lyon. Alors le premier changement, il se produit dans la première moitié du XIXe siècle. Enfin, ça a commencé un peu avant, puisqu'à la Révolution, le château est détruit. Prison royale, symbole du pouvoir monarchique, donc il est détruit dans les débuts de la Révolution. Et le rocher, petit à petit, est creusé, il sert de carrière. Alors c'est très pratique parce que ça sert à la fois à récupérer de la pierre pour construire, et ça sert aussi à dégager le quai. C'est à l'époque où on construit les quais dans cette partie-là de Lyon, donc avec la destruction des maisons qui étaient en bord de Saône. Et donc vous voyez dans les gravures des années 1830-1850, un rocher qui diminue progressivement. Et aujourd'hui, il faut vraiment avoir l'œil pour savoir
où est le rocher de Pierre-Cise, puisqu'il en reste un tout petit bout, mais pas forcément là où on le pense, justement. Donc voilà. Et comme vous le voyez aussi, les guides de voyage, les récits de voyage de la période constatent cette disparition d'un paysage pittoresque. Et aujourd'hui, il en reste quasiment plus rien. Et dans l'histoire de Lyon, c'est quelque chose qui est très très peu connu. Hein. Moi, quand j'ai commencé mes recherches, quand j'ai vu les premières images, je me disais non mais c'est pas à Lyon ça. Et donc ça, c'est une particularité. C'est vrai qu'il y a peut-être pas beaucoup d'exemples similaires dans le monde de villes qui ont complètement changé d'image à cette période-là, avec une entrée monumentale. Hein. Pour prendre un exemple, il y a plusieurs villes qui sont comparées à Lyon par les voyageurs, notamment anglais, notamment Bristol. Et la différence, c'est que Bristol a gardé ce paysage-là avec notamment un viaduc, ce qui n'est pas du tout le cas à Lyon. Et l'autre changement qui est quasiment contemporain, c'est l'arrivée du chemin de fer. L'arrivée du chemin de fer à Lyon qui a mis quand même plus de temps que prévu parce que Lyon, la ligne Lyon-Saint-Étienne est une des premières lignes qui existent. Mais par contre, pour ce qui est des voyageurs, il a fallu quasiment une vingtaine d'années supplémentaires pour arriver à connecter Lyon au reste de la France, en tout cas des grandes villes en chemin de fer. Vous voyez sur ces cartes qu'en 1850, Lyon est encore déconnecté. Ça veut dire qu'à l'époque, un voyageur qui vient de Paris et qui va à Marseille, il doit combiner plusieurs modes de transport. Il doit prendre le train jusqu'à Tonnerre, ensuite la voie terrestre, ensuite le bateau. Ensuite, quand il arrive à Lyon, il faut traverser la presqu'île, prendre un autre bateau à vapeur pour aller à Avignon et après rejoindre Marseille en train. Donc c'est assez complexe et heureusement, au cours des années 1850, la ligne Paris-Lyon-Méditerranée est finalisée et la gare principale à Lyon, c'est la gare de Perrache. Donc à partir de ce moment-là, les voyageurs descendent directement à la gare de Perrache. Donc ils arrivent par le tunnel Saint-Irénée qui est sous la colline de Fourvière. Donc ça veut dire que leur première vision de la ville, c'est en sortant de ce tunnel, le viaduc de la Quarantaine et directement l'arrivée à Perrache. Et ensuite, ça met en place le parcours touristique principal du 19e siècle, c'est-à-dire Perrache, Bellecour, Terreau, donc la presqu'île, quelque chose de très simple dans le sens sud-nord, qui permet de voir les principales places de Lyon qui ont été pour la plupart réaménagées à cette époque-là, sous le Second Empire et puis ensuite sous la Troisième République. Et l'entrée historique de Lyon au nord disparaît des représentations. Elle est encore présente dans les tout premiers guides que j'ai étudiés dans les années 1840-1850. Mais à partir du moment où le chemin de fer arrive, cette partie-là n'est plus dans les guides parce qu'en fait, on ne la pratique plus. Et comme elle est assez éloignée du centre de Lyon, elle ne fait pas partie des choses à voir pour les touristes. Et je voulais aussi en profiter pour dire deux mots de l'importance de la navigation fluviale à Lyon, qui participe de l'histoire des transports et des mobilités, puisque Lyon est aussi la ville où a été inventé le bateau-mouche. Donc au 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a eu plusieurs compagnies de bateaux qui portaient des noms d'animaux, souvent les guêpes, les crocodiles, les mouches. Il y avait aussi d'autres noms, les gladiateurs, les parisiens. Donc certaines c'était des lignes intra-urbaines, d'autres c'était des lignes pour connecter Lyon aux environs ou à des villes plus lointaines. Et ça a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale environ. Ensuite, pendant un petit moment, pendant plusieurs dizaines d'années, la navigation a continué pour les marchandises, mais pour les voyageurs, elle n'existait plus. Et elle est revenue, on va dire, dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec notamment les croisières touristiques, qui aujourd'hui sont bien connues à Lyon. On les voit très bien, les bateaux sur les quais. Et plus récemment, le Vaporetto en 2012, pour relier le centre commercial de Confluence par la Saône. Et tout récemment, le Citral est en train de mettre en place une nouvelle ligne à partir de 2025 sur la Saône qui donc permettra de connecter Vèze à Confluence. Donc ce sera une ligne de transport en commun fluvial. Donc c'est pour aussi expliquer que rien n'est figé, comme c'est le cas pour le tramway. Il y a des disparitions, des retours sous des formes différentes. Mais les modes de transport anciens ne disparaissent pas complètement. Et c'était aussi l'occasion là de rappeler, parce que ça aussi c'est pas forcément très connu ou tout le monde l'a pas forcément en tête, c'est qu'aujourd'hui quand on parle de Lyon et de cours d'eau, on pense au Rhône,
Mais en fait, c'est assez récent l'importance du Rhône, parce que pendant longtemps, il n'était pas vraiment navigable. Et historiquement, c'est la Saône qui était le cours d'eau principal de Lyon, entre Presqu'île et rive droite avec la colline de Fourvière et Saint-Jean, avec toutes les activités économiques et les transports de voyageurs qui se faisaient notamment, comme je vous le disais, entre Châlons et Lyon. Donc voilà, c'est aussi pour recentrer ça. Et je vais passer la parole à Étienne maintenant pour continuer sur les mobilités touristiques. Bien, alors moi je vais vous parler du chapitre sur les mobilités touristiques écrit par ma collègue Catherine Berthold-Avenir, qui est spécialiste d'histoire du tourisme. Pour faire le lien avec ce qu'a dit Damien, c'est effectivement le fait qu'il n'y a pas dans l'histoire. Alors déjà, première chose, c'est que le tourisme, et moi je suis enseignant au département tourisme à Lyon 2, le tourisme n'est pas une discipline, d'accord ? L'histoire est une discipline, la géographie est une discipline. Le tourisme n'est pas une discipline scientifique, donc c'est autre chose. Donc on n'a pas de doctorat en tourisme. On a une thèse en histoire, on a une thèse en géographie du tourisme, on n'a pas une thèse de tourisme. Donc déjà, il y a un problème ou une faille dans le fait que le tourisme n'est pas considéré comme quelque chose de sérieux. Et très souvent, quand on étudie le tourisme, on est considéré comme quelqu'un qui passe du temps, qui prend des vacances. Voilà. J'étais avec un collègue qui travaille sur le surf. L'idée, c'est de dire il travaille sur le surf, donc il passe ses journées à la plage. Bon, une thèse, que ce soit sur les guides touristiques, ça ne veut pas dire qu'il a passé toute sa vie ou une partie de sa thèse à utiliser le routard pendant toutes ses vacances. Je peux plutôt dire qu'il a été en bibliothèque pour lire tous les guides touristiques du XVIIIe siècle, 19e, 20e. Voilà. Donc, le tourisme n'est pas considéré comme quelque chose de sérieux, et même encore aujourd'hui, de la part des chercheurs, voire même des politiques, il n'y a pas de ministère du tourisme, alors que le tourisme, c'est 7 à 8% du PIB de la France. Donc, c'est pas rien. On a bien vu ce problème-là sous perfusion pendant les épisodes du Covid, où chacun d'entre vous avait besoin, et a encore besoin de voyager. La preuve, c'est que les départs et les arrivées sont repartis de plus belle. On estimait que on allait réatteindre le niveau de 2019 en 2024-2025. On l'a déjà atteint en 2023, donc on est en train d'exploser les records déjà, parce que le besoin de déplacer de manière touristique est toujours présent. Et donc, l'ambition ici, c'était de montrer que le tourisme est né au XVIIIe siècle, avec le Grand Tour, les Britanniques qui sortent de leur île pour aller se former avec le continent européen, les philosophes, etc., les ruines de Rome et compagnie, et qui utilisent les modes de transport. Et donc, notre collègue fait plutôt une approche plutôt des transports, plutôt qu'une approche des mobilités, en ayant en tête en ayant ce schéma de dire il y a un temps pour chaque transport, un temps touristique. D'abord le temps du chemin de fer et du tourisme, avec justement ce qui a été montré par Damien sur l'arrivée en gare et puis les trajets qui sont proposés. Donc ce moyen collectif de déplacement, puis vient entre guillemets le temps de la bicyclette qui permet le cyclotourisme que l'on retrouve aujourd'hui avec la Via Rona et d'autres, etc., même si sur un autre mode. Puis vient le temps de l'automobile et du tourisme. Donc là, c'est des déplacements relativement individuels qui ne sont plus astreints au chemin de fer et qui permettent d'aller dans le Massif central de manière assez libertaire ou libérale, là où le PLM nous limitait à des gares, des stations balnéaires, etc. Et puis, ensuite, des années 60, après la Seconde Guerre mondiale, le temps de l'aérien et du tourisme qui permet finalement, pour certaines destinations, de naître. On le verra, mais il y en a qui naissent via l'aérien, à d'autres de mourir relativement pour différentes raisons, parce que l'aérien leur permet autre chose. Donc on a cette idée-là d'un temps pour chaque mode de transport en lien avec le tourisme, même si moi je suis en train d'écrire un article, et l'intervention de Damien le confirme un peu aussi, c'est-à-dire que les touristes, depuis plus de 2 siècles, et vous en faites partie, puisqu'on est tous à un moment donné touristes, ont utilisé et utilisent plusieurs modes de transport pour se déplacer. Et donc, on a là un relatif impensé de la part des chercheurs. J'en ai discuté, donc je peux m'avancer là-dessus, même si l'article que je fais n'est pas encore validé. L'idée, c'est de dire que les chercheurs
et au-delà de ça, les politiques, les acteurs économiques du tourisme ont du mal à appréhender les touristes dans l'usage pluriel des modes de transport. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va dire que vous êtes parti en vacances il y a 2-3 semaines quand c'était les vacances de la Toussaint. Vous êtes sorti de votre maison, de votre appartement à pied, vous êtes allé à la gare en vélo ou en tramway, etc., que vous avez pris un train puis un avion. Donc vous été dans la plurimodalité. Et ça n'a pas encore été étudié par les chercheurs, que ce soit géographes ou historiens ou sociologues ou anthropologues, etc. Donc on est en train de développer ça. Et l'article que je vais essayer de faire va dans ce sens-là, qu'il faut appréhender davantage les touristes dans leur usage pluriel des modes de transport, plutôt que simplement un temps pour chaque mode de transport, qui n'a jamais été vrai. Alors il y a une domination, certes, de l'automobile à un moment donné, mais ça n'empêche pas qu'il y a du vélo, qu'il y a du train aussi, et que quand l'aérien arrive, il ne supprime pas les autres modes de transport. Donc on est bien dans une pluralité de transport, dans une accumulation, c'est ce que tu évoquais. Il n'y a pas vraiment de disparition des modes de transport, hormis peut-être le cheval, mais on en reparlera. Mais bien une pluralité des modes de transport qui se superposent, qui parfois se concurrencent, entrent en concurrence. Mais ça reste qu'on a du mal en tant qu'historien. Là, je vais essayer de reprendre la casquette de l'historien. C'est compliqué pour les historiens et les historiennes d'appréhender plusieurs modes de transport parce qu'on est dépendant des sources. Un géographe pourrait, tu me contrediras quand tu veux, un géographe pourra faire des entretiens avec chacun d'entre vous et dire « Expliquez-moi comment vous avez fait pour voyager, pour aller à tel endroit ». Et là, il aura les réponses en disant « À tel endroit, j'ai choisi tel mode, etc. » Un historien est dépendant des sources. Et donc, si les sources ne disent pas que la personne ou les personnes ont utilisé plusieurs modes de transport, on en est contraint. Moi, j'ai étudié l'automobile et les usages, donc je suis plutôt allé chercher les revues des clubs automobiles, les guides touristiques produits par les clubs automobiles, les guides touristiques produits par Michelin, etc. etc. Donc c'était plutôt une approche modale, mais probablement que mes touristes que j'ai vus utilisaient plusieurs modes. Mais c'est compliqué de les approcher. Alors aujourd'hui, il y aurait des nouvelles sources, c'est ça que je suggère pour faire cette histoire des mobilités touristiques, ce serait d'utiliser des applications, si on y a accès, et d'aller voir dans votre appli à vous, comment vous utilisez plusieurs modes de transport, comment vous passez de l'un à l'autre. Et ça, ces données-là, les responsables des applications TCL ou Citral, Île-de-France Mobilité, la SNCF, ont ces données-là. Donc on pourrait très bien faire, depuis qu'elles ont créé, une histoire ou une sociologie des mobilités touristiques. Donc c'est probablement vers ça qu'on irait. Encore faut-il avoir l'autorisation d'utiliser ces données. Mais en tout cas, je pense qu'on pourrait aller vers davantage de précision sur comment les gens font du tourisme et comment les gens utilisent et pourquoi ils utilisent tel mode de transport ou tel autre mode de transport. Tout ça pourquoi parce qu'il y a quand même un but derrière. C'est aussi pour mieux être en capacité de voir quels sont les modes de transport qui marchent bien, quels sont ceux qui marchent moins bien, comment les optimiser, comment mieux rendre compte des déplacements aujourd'hui, parce qu'on sait que, et c'est assez flagrant dans les films, quand vous avez prenons un cliché, prenons James Bond, il passe de son Angleterre favorite aux Alpes en un clin d'œil. Alors que l'essentiel serait de comprendre comment lui fait pour passer. On lui prend Moneypenny lui prend son billet en 2 secondes, et d'un coup, en moins de 10 secondes, il est déjà dans les Alpes en train de skier. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et d'autant plus avec les enjeux contemporains, c'est peut-être le ralentissement. Et donc, comment faire apprécier le déplacement aux individus? Comment vous faire apprécier le train, la lenteur, les trains de nuit qui reviennent de plus en plus, mais est-ce que c'est financier? Les Flixbus que j'ai eu l'occasion de prendre souvent, les Blablacar, est-ce que c'est pas aussi du voyage? Et donc, pour ça, il faut les mettre davantage en évidence. Donc voilà pour ça, effectivement. Mais c'est des enjeux qu'on va essayer de développer. Et ça se travaille aussi avec une association qui est l'association Rail Histoire, où on a... alors, c'est une association qui a été créée à Paris, mais qui fait des émulations ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on essaye de justement valoriser le patrimoine notamment, mais aussi le tourisme. On a ouvert pour les gens du patrimoine ce poste d'aiguillage pour faire comprendre aux gens comment le ferroviaire se déployait dans le passé, et comment finalement ce poste d'aiguillage qui est derrière Perrache, sur les bords de Saône, à côté du skatepark, si ça vous parle,
sera ouvert normalement en 2024, milieu 2024, au public. Et à quoi ça sert et pourquoi c'est devenu inutilisé du fait de la numérisation, etc. Et donc de refaire jaillir un patrimoine qui est présent dans l'espace public lyonnais, mais qui finalement a été invisibilisé, même par la SNCF, ou les SNCF, je devrais dire. Et finalement, c'est intéressant parce que on l'a vu, nous, pendant les Jours du patrimoine. Moi, je fais des visites du quartier de gare de Perrache ou du quartier de gare du quartier de gare de la Part-Dieu, et tu le soulignais, les portes d'entrée, que sont les gares ou les aéroports, sont vraiment des lieux vitrines pour montrer le territoire. Et donc, les aménagements qui sont faits autour de la gare de la Part-Dieu en ce moment, vous avez bien vu, vous avez deviné que l'ambition, c'était d'essayer d'ouvrir la gare depuis les quais pour que vous voyiez éventuellement, alors pas le rocher de Pierre-Cise, mais éventuellement d'arriver à voir Fourvière pour indiquer depuis la gare, depuis votre train, quand vous arrivez, qu'on est bien à Lyon et que il y a une image territoriale que Lyon, c'est Fourvière et pas autre chose. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a la Part-Dieu, le centre commercial, la bibliothèque, etc. Mais l'ambition est là de montrer davantage depuis votre quai que Lyon, c'est ça. Donc la gare comme lieu de vitrine du territoire lyonnais, comme d'autres villes, pareil, quand vous êtes à Paris, etc. Et donc cette ambition-là, c'est vraiment d'ancrer les déplacements dans un territoire en particulier. Et donc vous avez toute une émulation scientifique qui est faite par Rail Histoire avec une exposition au musée d'art de Nantes sur le voyage en train. Et là, c'est pareil, c'est comment les artistes de l'époque, 19e siècle, 20e siècle, présentent ce voyage en train. Qu'est-ce qu'on voit depuis la vitre? Quand on est dans un TGV, quand on est dans un TER ou dans un RER, etc., on ne voit pas la même chose. On ne vit pas le paysage, le décor de la même manière. Pareil que quand on est sur une autoroute ou sur un National 7. Donc tout ça, ça s'appréhende, ça s'apprend. Et on a des sociologues, un sociologue en Suisse qui parle de motilité, ce qu'il appelle le capital de mobilité. Aujourd'hui, chacun d'entre vous ici a un capital de mobilité qui le fait fructifier. Vous avez appris, c'est pas vous savez, c'est que vous avez appris à vous déplacer en ville, vous avez appris à prendre le train, vous avez appris à prendre le tramway, vous savez dans quelle direction aller, tout ça, ça s'apprend. Je vous parie un billet de 500 €, ça existe ça, peu importe, que je vous mets dans une ville que vous ne connaissez pas, vous aurez extrêmement de difficultés à vous déplacer parce que vous n'aurez pas ce capital de mobilité qu'ont les locaux. Donc ça s'apprend, c'est de l'argent, c'est de la culture, c'est aussi un peu de logique. Quand vous êtes à New York, pour prendre le métro comme à Lyon, il y a une porte d'entrée pour aller dans un sens, il y a une porte d'entrée pour aller dans l'autre sens. Ce n'est pas toujours le cas à Lyon, vous pouvez rentrer différemment et aller sur deux plateformes différentes. Mais à New York, c'est assez séparé. Donc si vous êtes planté d'entrée, il faut ressortir pour redescendre les escaliers et aller sur la voie d'en face. Donc ça s'apprend et c'est pas inné de savoir se déplacer en ville. Et demander aux gens qui n'habitent pas en ville, quand ils arrivent à la Part-Dieu, ils sont perdus. Donc il y a une volonté de la part de la SNCF, sur des années d'expérience, d'essayer de rendre lisible, pédagogique. Est-ce qu'on sort côté Villette? Est-ce qu'on sort côté Vivier-Merle? Pardon, etc., etc. Donc, pour terminer relativement sur les usages des transports d'un point de vue touristique, on voit bien, et là je reviens à l'article de Catherine, elle montre bien que les transports changent. Alors, je t'ai parlé de la perception de l'espace, du paysage. Donc ça, il y a aussi un rapport au temps que tu as évoqué. On n'a pas les mêmes déplacements aujourd'hui qu'au XIXe siècle. La thèse de Christophe Studeni sur l'invention de la vitesse, c'est montrer que notre rapport au temps n'est pas le même au XIXe siècle qu'au XXIe siècle, et même au XXe siècle. Et donc, on a tendance à vouloir aller très vite du point A, du point de départ au point d'arrivée, et à skipper le moment du déplacement. Ou alors, on fait plein de choses pendant ce temps-là. On essaye de combler le gouffre de cette temporalité-là. Et certains modes de transport touristique, eux, souhaitent justement combler ce mode-là, ce temps-là, par de l'émerveillement. La SNCF travaille sur le fait d'essayer de valoriser les vitres avec du numérique pour que quand vous êtes à un certain endroit, le numérique vous propose, en flashant un code barre, de voir que en fait, vous passez sur l'espace de Mâcon et qu'à Mâcon, il y a tel musée ou tel, etc. Donc ça, c'est des propositions qui vont être faites par la SNCF.
Vous avez des transports relativement lents, entre guillemets, hein, que ce soit justement, tu parlais des croisières, où là, l'ambition, c'est de regarder le paysage. Donc, ça prend aussi de regarder le paysage. Hein. Essayer de regarder le paysage à 300 km/h et le regarder sur une croisière maritime sur la Saône, c'est pas la même chose. On n'est pas sur le même. Donc, tout ça, ça s'apprend. Et, pour cela, la National 7, qui a un peu. Qui avait disparu et qui revient un peu en force avec des bouchons à la palisse, où on essaye de refaire les bouchons des années 50, 60, 70, des 30 glorieuses, où les gens sont costumés, et ils sont tous contents d'être dans un embouteillage faux, mais reconstitué, quoi qu'il en soit. C'est aussi cette volonté-là de dire, et des fois certains de mes étudiants disent, ah, c'était mieux avant. Bon, ce qu'on essaye en histoire de dire, avant c'était aussi compliqué pour d'autres raisons. Mais en tout cas, il y a des imaginaires qui restent, et en tourisme, c'est très important ce mot d'imaginaire, qui vient d'image. Donc on a des images qui sont dans nos esprits, faits par la publicité, faits par Netflix et par d'autres plateformes. Et effectivement, quand je vous montre ces images-là, soit vous avez envie d'y aller, soit vous n'avez pas envie d'y aller, mais au moins vous avez une sensation. Si moi, quand j'explique aux étudiants, New York, ça vous fait penser à quoi? Instantanément, ils ont des images, Friends, Central Park, Empire State Building, etc. Si je leur dis, vous voulez y aller? Ils me disent oui, évidemment, mais ils vont aller voir ces lieux-là. Donc, on est sur des imaginaires, on est des moutons, hein, moi y compris. Par contre, quand je leur dis à quoi ça vous fait penser l'Azerbaïdjan, est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Là, il y a beaucoup moins de réponses parce qu'on a du mal à se représenter c'est quoi l'Azerbaïdjan, quels sont les paysages, quelle est la culture, quelle est la gastronomie, etc. Donc tous ces imaginaires-là sont capitalisés. Alors, j'ai une théorie, mais je vous la soumets à l'expert en plus des guides touristiques. Moi, j'ai l'impression, et je me pose la question en historien, on voit qu'à certains moments, et je terminerai par ça, je pense, il y a une autre slide, mais on voit qu'il y a parfois, de plus en plus dans les médias, vous avez ce terme de surtourisme. Vous avez entendu, et parfois, on arrive à la fête des Lumières, et certains disent il y a trop de gens. Alors, est-ce que c'est des touristes ou des excursionnistes? Il y a une différence. Des touristes, c'est des étrangers. Excursionnistes, c'est des gens qui viennent de la région et qui viennent voir la fête des Lumières, mais il y a trop de gens. Et il y a des endroits où vous dites c'est insupportable, il y a trop de gens. Bon, vous y êtes aussi, donc ça veut dire que vous avez aussi succombé à la tentation. Donc vous êtes aussi, je vais reprendre l'ouvrage de Jean-Didier Urbain, Les idiots du voyage, sans vouloir vous offenser, mais j'en suis dedans aussi, hein, bien évidemment. Moi, je me pose la question de savoir si, et j'aimerais bien avoir ta réponse éventuellement, est-ce que si on abandonne de faire toute la publicité sur la presqu'île, Bellecour, le musée des Confluences, est-ce qu'il y aura vraiment une perte pendant au moins 5 ou 10 ans? Moi, je ne suis pas convaincu parce qu'il y a cette image qui reste sur la rétine de dire que quand on visite Lyon, c'est absolument la presqu'île, Bellecour, le Vieux-Lyon, et le reste, ça n'existe pas. Donc je pense que pendant 5 ou 10 ans, ou même 15 ans, je ne sais pas, je n'ai pas d'estimation, mais je pense que si on arrête tout le marketing sur ces espaces-là, je ne suis pas sûr que ça ait un impact phénoménal. Après, les experts du tourisme disent, si on arrête pendant 5 ou 10 ans, c'est compliqué de revenir à un niveau, etc. Sauf que parfois, il y a peut-être des problèmes de surpopulation à des moments précis, trop de gens dans un lieu, ce qui pose question. Alors, il n'y a pas toujours du surtourisme à Lyon, mais à Venise ou à Barcelone, peut-être que la proposition que je fais, ce serait d'arrêter vraiment le marketing. Et probablement que les gens, à un temps donné, je pense générationnel, arrêteront de venir ou seront moins intéressés par venir. Ce qui nous fait venir, c'est les images, c'est des séries Netflix comme Arsène Lupin qui va à Étretat avec Omar Sy, et d'un coup, tout le monde va à Étretat parce que tout le monde veut aller voir Omar Sy à Étretat, ou va être Omar Sy à Étretat. Bon, mais encore une fois, Étretat se plaint, mais quand on autorise Omar Sy et Netflix à venir pour faire une série, il faut probablement s'attendre à ce que ça fasse venir des gens. Donc il y a le revers de la médaille. Donc voilà pour ça. Et l'idée finale, c'est de dire qu'effectivement, il y a des lieux, c'est ce que j'ai dit en préambule, il y a des lieux touristiques qui ont été créés par l'aérien, c'est notamment les espaces insulaires, qui eux se basent grâce à l'avion, low cost ou pas, qui ont eu un développement touristique phénoménal. Et donc, quand il y a eu le Covid, effectivement, ça a posé quelques problèmes parce qu'ils étaient sur la monoactivité globalement du tourisme. Et donc, comment on fait pour l'île Maurice, Madagascar et d'autres îles comme les Maldives, etc., quand il y a fermeture de l'espace aérien, voilà, comment on gère cela, à la fois pour des questions d'habitants, c'est-à-dire comment ils arrivent à se nourrir pour des questions
de quotidien et en même temps pour l'économie locale. Parce que voilà, je dis aux étudiants que le tourisme, il faut bien être honnête, détruit un peu tout ce qui touche, mais qu'à certains moments, effectivement, il apporte aussi des entrées d'argent, du développement économique, etc. Même si, comme vous voyez, sur l'Organisation mondiale du tourisme, en fait, c'est pas l'avion qui est le plus utilisé dans les déplacements. C'est une partie de l'avion, mais il y a aussi l'automobile qui est particulièrement utilisée. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette approche multimodale et pas seulement dire, certes l'avion effectivement, mais qui prend l'avion, combien de gens prennent l'avion par rapport à combien de gens prennent l'automobile pour faire du tourisme. Ouais. Je vais enchaîner toujours sur le chapitre sur les mobilités touristiques. Je répondrai à ta question tout à l'heure. Mais on va revenir un peu en arrière sur l'histoire. C'était pour mettre aussi en valeur le rôle des acteurs privés dans le développement du tourisme et notamment des déplacements. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant quand on étudie l'histoire du tourisme en Europe et même dans d'autres continents. C'est que c'est pas l'État qui a été moteur souvent, c'est plutôt des entreprises privées, donc des éditeurs de guides, des compagnies ferroviaires, des compagnies maritimes, des agences de voyage, des syndicats d'initiative qui au départ sont quasiment tous privés en fait. C'est l'initiative des hôteliers, des commerçants. Il n'y a pas toujours un soutien municipal dès le départ. Donc là, par exemple, quelques exemples avec les guides Hachette. Donc là, je vous ai mis un guide que j'ai étudié qui a comme vignette de couverture. Donc c'est alors j'arrive plus à lire ici, mais le chemin de fer et la route. Voilà, le chemin de fer et la route. Donc on est pile à cette période, années 30. En fait, juste avant, on était depuis plusieurs décennies dans les guides ferroviaires. Et là, on bascule sur justement l'intégration progressive de l'automobile. Alors là, on est à une période où le train et l'automobile sont tous les deux en parallèle. Et puis, dans les années qui suivent, c'est l'automobile qui va prendre le dessus dans les guides, avec des guides automobiles. Vous avez les syndicats d'initiative, dont celui de Lyon, qui était un des plus actifs dans la première moitié du XXe siècle, et qui organisait des excursions en car. Donc ça aussi, type de mobilité, l'autocar, qui permet d'aller voir les environs, de faire des excursions. Et puis, autre acteur, enfin deux acteurs aussi plus ou moins connus, mais qui ont joué un rôle important. Le Touring Club de France, donc une des grandes organisations, associations nationales qui a promu le tourisme depuis la fin du 19e siècle. Et puis Michelin, et donc notamment la signalisation routière a été l'œuvre de ces organismes ou entreprises privées. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à avoir en tête. L'État et les régions, les municipalités ont pris justement le train en marche. Mais par exemple, sur le syndicat d'initiative de Lyon, au début, la municipalité lyonnaise n'y croyait pas du tout. Et il a fallu quelques années pour qu'ils se disent en fait, si faire de la promotion, ça marche, ça fait venir du monde. Et donc, après, s'il y a du monde qui vient, il faut qu'il y ait les infrastructures derrière pour les accueillir. Alors, en termes d'innovation, dans les guides plus précisément, il y a eu des choses assez intéressantes, surtout autour de l'automobile. Les guides Johan, donc de l'éditeur Hachette, au début du XXe siècle, il y a une série qui s'appelle La route par l'image et qui correspond, comme vous le voyez, à des photographies d'intersections sur lesquelles il y a une flèche noire qui est... Alors, je ne sais pas si on la voit bien, mais sur chaque photo, il y a une petite flèche noire qui indique s'il faut tourner à gauche, à droite, aller tout droit. Et à droite, et à gauche, sur les côtés, vous avez un texte qui explique, qui indique le kilométrage, le nom des routes, des rues et ce qu'il faut faire. Donc c'est un peu une sorte d'ancêtre du GPS sous forme de guide et qui joue beaucoup sur le registre visuel. Alors il n'y en a pas eu énormément des guides comme ça, parce que ça coûtait assez cher et ça visait surtout les touristes, les Parisiens en fait, qui allaient en excursion dans la région parisienne ou un peu plus loin comme les châteaux de la Loire. Et puis du côté de Michelin, qui est vraiment l'éditeur français par excellence en termes de guide automobile, là il y a eu pas mal d'innovations à travers la cartographie évidemment, avec la distinction des routes en fonction de leur qualité, de leur revêtement, avec tout un vocabulaire visuel par les pictogrammes qui permettait en un clin d'œil de savoir exactement à quoi on avait affaire, à un garage, à un musée, etc. Et puis, comme vous le voyez ici, il y avait aussi le bureau des itinéraires. Donc en fait, on pouvait demander gratuitement à Michelin
de nous concocter un itinéraire en France, en passant par telle ville, voilà, en indiquant ce qu'on voulait voir. Et on a des exemples d'itinéraires Michelin. Donc l'idée, bien sûr, c'était d'inciter au voyage. Et Michelin incitait à prendre la route pour une bonne raison, c'est qu'il ne faut pas oublier que le produit principal de Michelin, depuis toujours, c'est le pneu. Donc l'intérêt, c'est de faire user du pneu et de faire en même temps découvrir la France. Mais ça reste quand même, que ce soit sur les guides des champs de bataille ou les guides automobiles plus classiques, l'intérêt, à travers les guides, à travers les cartes, à travers la signalisation routière, c'était de faire voyager un maximum les Français. Alors, comme disait Étienne, aujourd'hui, on a des changements dans le tourisme. Et dans le chapitre, Catherine Berthaud-Lavenir cite qu'on est passé d'un paradigme de déplacement à un paradigme de destination. Et c'est vrai que ça se vérifie quand même assez bien, avec notamment cette idée que moi j'ai étudiée pour Lyon dans ma thèse, des choses à voir, c'est-à-dire des attractions touristiques, des curiosités qui sont dans la destination. On vient à Rome pour voir certains monuments, certaines collections, on va à New York pour voir certains lieux. Et on est entré, déjà depuis 2 siècles, mais de plus en plus dans une standardisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une injonction à voir, à photographier, à avoir fait la destination. Je suis allé à Pise il y a quelques années pour un colloque et c'était assez frappant de voir tout le monde prendre la même photo devant la tour de Pise. Et ça, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus, puisque la photographie personnelle, les réseaux sociaux ont encore plus approfondi la chose. Mais déjà, quand on étudie les guides touristiques du 19e siècle, on voit à peu près toujours les mêmes photos, les mêmes points de vue, les mêmes cadrages. Et donc, il y a cette répétition qui a été étudiée dans The Tourist Guide de John Hurry et Jonas Larsen, qui explique bien justement ce processus. Mais plus récemment, on a vu aussi la route devenir une chose à voir. Parce qu'historiquement, la route, c'était un espace de circulation qui permettait d'aller du départ à la destination et qui n'était pas forcément très intéressante, en tout cas qui n'était pas mise en avant de cette manière-là. Et depuis quelques années, vous voyez, il y a une offre de guides qui mettent en avant des routes gastronomiques, des routes des vins, la route 66 aux États-Unis, ou sur d'autres territoires, le voyage en mode road trip pour circuler, mais profiter aussi du trajet. Alors, dans les exceptions au paradigme de destination, il y a encore certains types de mobilité. Je vais enchaîner là-dessus, justement. Il y a la croisière maritime ou fluviale, qui, comme le disait Étienne, est plus lente. Et là, c'est le voyage autant que les étapes qui sont intéressantes. Et puis, depuis quelques années, on a le retour en force, notamment toujours chez les éditeurs de guides, puisque là, je prends ce prisme-là, des modes doux, et notamment du cyclotourisme avec le développement des voies vertes en France et en Europe. Donc là, on a vu chez Le Routard, Lonely Planet, des nouveaux guides sur les grandes voies. Et puis, toujours le tourisme de randonnée, de marche, qui historiquement est très associé à certains chemins, Saint-Jacques-de-Compostelle en tête, évidemment. Donc, c'est pas tout à fait nouveau, mais ça se développe. Et ce qui est nouveau, c'est que ce sont des grandes collections de guides qui s'y intéressent, en sortant des ouvrages sur le sujet. Et puis, dernier gros changement tout récent, ça date d'il y a 2-3 ans à peu près, c'est ce fameux dilemme dont parlait Étienne déjà tout à l'heure. Comment voyager sans polluer ? Comment aller découvrir le monde sans prendre l'avion ? Comment repenser notre manière de voyager ? Et on a depuis 2-3 ans des nouveaux guides qui sont apparus chez les plus gros éditeurs, Lonely Planet notamment, les fameux voyages zéro carbone, ou presque. Chez Hachette, il y a un nouvel ouvrage, L'Italie en train. Donc l'idée, c'est de proposer des nouvelles offres aux touristes qui veulent voyager différemment. Mais c'est aussi paradoxal, puisque de l'autre côté, ces grands éditeurs ont un énorme catalogue de guides destination qui concerne plein d'endroits dans le monde, et notamment, je vous ai mis New York en quelques jours, Shanghai en quelques jours, Maurice en quelques jours. Évidemment, pour aller à New York en quelques jours, ça veut dire qu'on ne prend pas le train, ou on peut prendre le bateau, mais ça va prendre plus que quelques jours.
Et l'idée, c'est du séjour de courte durée qui s'est beaucoup développé en Europe, mais aussi ailleurs, avec l'aviation. Et donc, ça pose la question de la réflexion et de la critique de ce tourisme. Et je vous ai mis en bas 2 ouvrages, La domination touristique et du voyage rêvé au tourisme de masse, qui interrogent justement ces questions, et y compris les nouvelles formes de tourisme qui se veulent beaucoup plus vertes, écologiques, mais qui posent aussi un problème parce que le tourisme, depuis le début, est consommateur d'espace. Et en fait, quand on crée une nouvelle niche touristique, même si elle est très vertueuse, elle consomme un nouvel espace sans que les précédents ne soient plus consommés. Donc, à terme, le problème, c'est que justement, des espaces naturels, notamment, sont mis en danger. Et aujourd'hui, il y a plutôt la logique de comment faire pour les protéger. Et on revient à des idées de fermeture, de quotas, de barrières pour préserver en fait ces territoires du surtourisme. Ouais, la transition est toute trouvée pour la fermeture, puisqu'on va parler de l'article du chapitre que j'ai co-écrit avec Mathieu Fenot sur la comparaison ville-campagne sur les transports et mobilités d'un point de vue historique. Alors je vais aller vite parce que le temps file, mais l'idée c'était en fait, dans la recherche, on a plutôt des chercheurs qui ont travaillé, des chercheuses qui ont travaillé sur la ville et les mobilités et les transports, et peu viennent d'arriver des chercheurs, ou ces mêmes chercheurs, chercheuses, qui ont travaillé sur les espaces ruraux, les espaces périphériques. Et l'idée, c'était dans cet article-là d'essayer de croiser, de comparer ville et campagne d'un point de vue historique, du 19e siècle jusqu'au 21e siècle, comment ça a évolué et est-ce qu'il y a des points communs, des différences. Et finalement, une grande différence parmi tant d'autres, c'est que les villes en France et à l'étranger abandonnent le cheval dès les années 1930, alors qu'il perdure dans les espaces ruraux jusqu'aux années 1960. Et un autre élément, c'est la question de l'offre de mobilité, qui est assez plurielle en ville, avec tramway, trolley, autobus, métro, etc., tout ce que vous connaissez à Lyon. Et comparativement aux espaces périphériques, puisque moi, on ne va pas se le cacher, je suis ardéchois, il y a très peu d'offres de transport, hormis l'automobile aujourd'hui, un peu de bus, et puis et du ferroviaire, même si l'Ardèche n'a pas de gare de voyageurs. C'est le seul département qui n'a pas de gare de voyageurs. Donc ça mérite d'être souligné. Et donc c'était l'idée de croiser les deux. Et évidemment, aujourd'hui, ce qu'on peut souligner rapidement, c'est que en France, parce qu'on fait quand même on parle de la France dans le bouquin, mais on a Claire Pelgrim qui est d'origine belge, donc elle fait des comparatifs avec Bruxelles notamment. Ce qu'il y a, c'est que en France particulièrement, et en Europe, on élargira, il y a eu des politiques, malgré tout, malgré Georges Pompidou qui dit il faut laisser la place à la voiture. Il y a eu des politiques en fait de mobilité, c'est-à-dire que quand on a créé le Concorde ou on a créé le TGV, on a fait aussi du métro en particulier. Donc une offre plurielle de transport, on n'a pas seulement laissé les voies, les berges parisiennes ou lyonnaises à la voiture. Il y avait aussi en 78 l'arrivée du métro à Lyon. Donc on a sur une offre de transport plurielle les mobilités, alors que si on compare l'espace, par exemple, nord-américain, que moi je connais bien, les États-Unis, le Canada, c'était un mode et pas les autres. Donc se retrouve finalement un bouquet de mobilité beaucoup moins important aux États-Unis et au Canada, où on n'a pas de TGV, alors que le pays étant tellement grand, ça aurait du sens qu'il y ait, notamment au Canada, l'axe Montréal, Québec, Ottawa, et un TGV, mais ça coûte bien trop cher. Donc il y a eu des instants manqués, mais qui s'expliquent par une culture du déplacement qui n'est pas la même. Et aujourd'hui, la zone à la faible émission qui se pose à Lyon et dans les métropoles du fait d'enjeux écologiques en particulier, ont des conséquences, ou vont avoir des conséquences quand elles vont être vraiment appliquées, puisqu'on ferme d'une certaine manière l'espace urbain hyper centré, hyper urbain, on va dire, relativement. Et donc, est-ce qu'on ne met pas en place des zones à forte exclusion? C'est une question. On verra quand les radars vont commencer à flasher
et parce que les populations n'ont pas été averties ou n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils changent et n'ont pas été assez assistés pour changer de mode de transport, de critères de critères 5 à critères 4, à 3, à 2, à 1. On verra ce que ça va donner. En tout cas, ça pose question. L'idée de faire des zones à faible émission est intéressante. Évidemment qu'il faut diminuer la place ou le bilan carbone de la voiture, pas forcément la place, mais en tout cas le bilan carbone de la voiture et des usages de la voiture qui sont faits en ville, même si c'est probablement, à mon sens d'historien, ailleurs qu'en ville que la voiture est compliquée à enlever. C'est ma thèse, en fait, de dire qu'en ville, la voiture, on pourrait s'en passer relativement. Avec l'offre de transport qui est à Lyon, c'est quand même suffisant. Alors, je note bien qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer en transport, etc. Mais globalement, ça passe. Par contre, dans l'espace périphérique, dans les banlieues et dans l'espace urbain, c'est un peu plus compliqué. Et pour ce qui est justement du vélo, on voit bien que l'offre de transport de vélos en libre-service, si vous regardez la carte des vélos de JC Deco ici à Lyon, elle est plutôt dans l'hypercentre qu'à l'extérieur. Pareil pour le tramway, même si on a tendance à créer de nouvelles lignes de tramway. Signalons quand même que l'historien doit rappeler que on a tendance à dire que l'automobile permet l'extension urbaine et accentue et cause l'extension urbaine. Initialement, et encore aujourd'hui, c'est le tramway qui amène l'extension urbaine et l'étalement urbain. Parce que pour avoir un tramway, une ligne de tramway, il faut une densité de population tout au long de la ligne. Donc c'est plutôt dans l'histoire le tramway et encore aujourd'hui le tramway qui accentue l'étalement urbain. Alors l'automobile participe bien sûr, mais dans l'histoire, c'est d'abord le tramway qui a étendu la ville et ensuite l'automobile. Donc voilà, et donc il y a un choc de mobilité aujourd'hui où on sait pas, où on a du mal à savoir comment faire. On parle de RER métropolitain, notre cher président parle de RER métropolitain à Lyon et dans d'autres métropoles. Se pose la question de savoir comment ça va être mis en place. Il va y avoir des perdants, il va y avoir des gagnants. Et là encore, les RER métropolitains sur le mode de Paris, est-ce que vous en voulez ou pas? On a déjà des RER métropolitains. Hein. Le Lyon-Saint-Etienne, c'est quasiment un RER métropolitain. Il est cadencé toutes les heures, voire toutes les demi-heures, et ça marche relativement bien. Donc ça existe, c'est pourquoi pas faisable, mais ce qu'il faut davantage travailler plutôt que les RER métropolitains, c'est RER métropolitain et intermodalité avec du bus, du tramway, du métro, etc., du vélo et ainsi de suite. Donc c'est pas seulement axé sur le ferroviaire et pas axé sur d'autres choses. Donc voilà, il y avait un autre chapitre, bon, je passe sur les idées sur le pétrole. Enfin, Arnaud Passalacqua faisait l'idée que les idées viennent aussi de la France. On a eu des idées parce qu'on n'avait pas de pétrole, donc il fallait développer des idées sur la mobilité. Le Concorde particulièrement, mais le Concorde a eu une période de croissance et puis a été diminué, a disparu, même si on a tendance à vouloir le ressortir. Il y a des imaginaires. On fétichise des objets. Le TGV, on dit voilà, pendant des années, c'était le TGV, le TGV, le TGV. Maintenant, on est sur... on se pose des questions, est-ce qu'il faut encore faire du TGV, c'est-à-dire et aussi des LGV, des lignes à grande vitesse? Bon, voilà, ça pose des questions. Je laisse ouvert la discussion parce qu'il faut qu'il y ait une discussion. Tu peux passer sur celle-ci. Juste celle-ci qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on est sur, et vous l'avez vu tous et toutes quand vous déplacez, on est sur un mode de déplacement qui est de casser les modes. C'est-à-dire que chaque mode a sa voie. Vous avez vos pistes cyclables et seulement on roule. Vous avez les piétons qui sont sur le trottoir normalement, et vice-versa. Hein. Et puis vous avez les voitures qui sont dans leur mode et les bus qui sont en site propre, etc. Donc chaque mode de transport a son espace dans l'espace public. Donc c'est intéressant, mais ça date déjà des années 60-70, comme le montre l'image, où il était question de séparer les modes pour plus d'efficience, de sécurité, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a une historicité, et on est encore sur ces pratiques urbaines, architecturales, qui visent à... là, vous avez une trémie hein, sur Garibaldi. Maintenant, on les a un peu enlevé, les trémies. À la Pardieu, on va les laisser pour permettre en souterrain de faire passer les voitures individuelles. Et sur le boulevard Vuillet-Merle, ne seront disponibles que des taxis et du bus. Donc on essaye de continuer à séparer les modes pour les rendre plus rapides en particulier. Et évidemment, alors bon, je le fais en une phrase, on peut dire qu'en fait c'est que on a tendance à croire que l'automobile est encore très présente en ville et on a cette volonté de faire la ZFE qui est en place, d'enlever les voitures, etc. Mais en fait, et à Paris c'est pareil, les pierres ont déjà gagné. En fait, la voiture est déjà en train d'être... ça fait depuis les années 2000 que les pierres ou
l'architecture a gagné sur la voiture et qu'on essaye d'expurger la voiture pour la mettre soit en souterrain, soit ailleurs en périphérie, avec des parkings relais, etc. Et que la voiture n'a plus nécessairement de place d'usage à nuancer, parce qu'il y a quand même des camions qui apportent, pour moi les camions c'est quand même de la voiture, qui apportent vos matières premières, vos aliments pour vos supermarchés de quartier. Mais en tout cas, la voiture individuelle, celle-ci, elle en tout cas, n'a pas plus beaucoup de place en parking. Après, pour traverser la ville, ça reste important. Mais on voit bien que la place des terreaux a été réaménagée. Il n'y a plus de place de stationnement de voiture. Donc, les pierres, l'architecture, le patrimoine a gagné. Et le chapitre de Vincent Guignot sur comment les autres, et donc les périphéries, cette fois-ci pas territoriales, mais extraterritoriales, viennent nous apprendre des choses. C'est notamment l'image d'en haut, c'est le bus à haut niveau de service, qui est une innovation sud-américaine qui a été réutilisée. Et donc, je vous ai mis l'image du C3, par exemple, mais parmi tant d'autres, qui maintenant est en site propre, et d'autres bus sont en site propre. Et là, ils sont efficaces, cadencés, et ils sont évidemment beaucoup moins chers qu'un tramway. Donc, pour le coup, c'est une nouveauté qui vient des espaces périphériques, sans mot négatif, hein, sans connotation négative, mais qui vient innover dans l'espace occidental. Donc parfois, les innovations, les inventions ne viennent pas que de l'Occident, et il faut aller voir ailleurs pour s'en servir. Je sais pas si... Ouais, je vais aller rapidement là sur quelques diapos avant qu'on arrive à la conclusion. Oui, je voulais faire un petit point sur l'iconographie des mobilités et notamment montrer un peu la diversité des sources potentielles. Tout d'abord les documents patrimoniaux, donc tout ce qui est images anciennes au sens large. Donc je vous en ai déjà montré un peu, mais historiquement, c'est de la peinture, c'est de la gravure, c'est du dessin, qui est quand même très nombreux dans les collections patrimoniales, mais assez peu étudié parce que ça pose pas mal de questions et de méthodologie. C'est pas forcément un matériau qui avait été étudié par les historiens à la base. Ça a changé un peu ces dernières années, mais voilà, c'est toute une méthodologie. Là, je peux vous renvoyer aussi sur les cartes postales et les photos un article que j'ai écrit avec Louis Baldasseroni dans la Gazette des Archives sur la difficulté d'étudier tout ce patrimoine numérisé qui est disponible, accessible, mais qui se compte en milliers d'images. Et c'est pas évident de s'y retrouver là-dedans. Ça prend énormément de temps pour identifier, étudier les images. Je voulais juste signaler qu'on a un projet depuis quelques années sur les cartes postales à Lyon 3 avec les étudiants de licence 3 Géo. Avec le musée Gadagne, les étudiants ont géolocalisé, indexé plusieurs centaines de cartes postales depuis 4 ans. Et le premier jeu de données vient d'être mis en ligne dans Data Grand Lyon, là en septembre. Donc on avance là-dessus pour valoriser ce patrimoine. Et la carte postale représente bien les mobilités entre tramway, cheval, piéton, etc., voiture. C'est un matériau qui est assez riche à mobiliser. La cartographie également, évidemment, on pense au plan topographique, au plan parcellaire, aux cartes routières. Et puis là, je faisais un petit focus sur les plans touristiques, 2 plans de Lyon. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais dans le plan de gauche, c'est un plan de l'éditeur allemand Bedecker. On voit en fait le tracé des bateaux. Donc, il y a 2 services. Là, il y a les Mouches et les Parisiens. Vous avez les stations de bateaux qui sont en marron là, sur la Saône. Et à droite, vous avez un plan Hachette typique avec le tracé des lignes de tramway en bleu, alors qui surchargeait énormément les plans, mais on peut étudier aussi ces modes de transport à travers la cartographie touristique. La publicité, évidemment, comme disait Étienne tout à l'heure, ce sont les imaginaires qui sont produits à travers la publicité. Et alors voilà, je vous ai mis à gauche une publicité assez équivoque de Michelin. Le pneu Michelin a vaincu le rail au début du XXe siècle. Vous avez les nombreuses affiches ferroviaires des compagnies régionales comme le PLM qui sont aussi très connues. Et puis les compagnies aériennes ont aussi créé un certain nombre de visuels qui vont évidemment susciter si ce n'est des vocations, au moins des voyages sur d'autres continents dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, on peut terminer ce petit tour d'horizon, évidemment, avec tout ce qui est de l'ordre des médias. Donc, évidemment, les films, le genre du road trip
a suscité énormément de films, et inversement, les films ont créé des imaginaires autour de la voiture, autour de la moto, autour du van, etc. Les trains aussi, il y a cette émission, des trains pas comme les autres, qui existe depuis plus de quasiment 30 ans, plus de 30 ans, qui met en valeur toute la richesse de ce mode de transport dans le monde. Et puis, le journal L'Auto a été promoteur, créateur du Tour de France. Et ça aussi, c'est une source qui peut être la presse sportive étudiée à travers les collections patrimoniales. Le journal L'Auto que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de L'Équipe, si jamais il y en a qui sont amateurs de sport. Et puis, oui, pour la conclusion. Conclusion. Ça, c'est les couvertures auxquelles vous avez échappé, mais l'idée était effectivement c'est toujours un travail déjà collectif avec les 3 coordinateurs, de savoir quelle image mettre sur la couverture. Ça varie. Il y a des questions de qu'est-ce qu'on veut montrer. Donc, on a choisi cette couverture avec le TGV qui arrive à Lyon. Donc, gracieusement prêté par les archives municipales de Lyon. Il y avait cette question de la DS Citroën avec les bateaux loin qui nous semblait intéressante. L'idée, c'était d'avoir quelque chose sur les mobilités. Donc, c'est pas évident d'avoir plusieurs modes de transport sur une même image. Initialement, Armand Collin nous avait proposé cette image-là que vous avez. Donc, c'est pour ça que vous avez la couverture d'une rue, je crois que c'était à Bordeaux, fin de journée, avec du tramway au sol, du vélo, du Uber, une voiture. Bon. Ça aurait pu plaire, vous me direz ce que vous avez choisi, mais c'est des tentatives en tout cas. Moi, je vais quand même rester honnête avec ce que j'ai, c'est que moi je suis pas fan de la couverture qu'on a choisie, mais j'ai été battu par la démocratie, donc j'accepte. Après, chacun a envie, mais on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui va faire plaire, parce que évidemment on fait un livre pour les autres, pas nécessairement pour nous, et c'est vrai que moi je me suis dit que ce ciel un peu gris, cette couleur orange du TGV des années 80, ça allait peut-être pas être vendeur. On n'a pas vendu des millions, quoi qu'il en soit. De toute façon, il n'y avait pas des millions à vendre. Mais ça pose toujours question, parce que comment ça plaît. Et on sait que c'est ce que tu disais, c'est les imaginaires, les images qui donnent envie. Donc voilà, ça c'est la petite. Les pistes du futur. Il y a un prochain manuel. Il faudra voir dans l'imaginaire, au moins, on a cette idée de créer peut-être. Donc, essayer peut-être d'aller voir les périodes plus anciennes, c'est-à-dire l'époque moderne, l'époque médiévale, l'époque antique. Il faut rester quand même modeste. C'est pas non plus l'objectif de pouvoir tout faire. Est-ce qu'il y a une histoire des mobilités dans l'Antiquité ? C'est pas dit. Faut aussi trouver des sources qui parlent de ça, parce que l'histoire des transports, ok, il y a les Romains font les routes pavées, etc. Mais de là à travailler sur les mobilités, c'est peut-être plus compliqué. Il y a des choses sur la logistique, sur l'écologie, sur les représentations. Les regrets, je vous donne un peu des choses que peut-être vous auriez aimé lire. Donc, on y a pensé aussi sur une histoire du genre, comment les hommes et les femmes ont, dans une perspective évolutionniste du 19e au 21e siècle, ont appréhendé les transports et les mobilités. C'est quelque chose qui aujourd'hui devient assez important, d'avoir un chapitre sur comment les femmes se déplacent, comment les hommes se déplacent, comment les enfants se déplacent, etc. Les mobilités virtuelles, c'est quelque chose qu'on voulait, c'est-à-dire aussi, il n'y a pas seulement les mobilités physiques, il y a aussi les mobilités par téléphone, par Minitel, par fax, etc. L'accessibilité, le handicap, les handicaps, qu'ils soient physiques ou mentaux, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire aussi. Et puis, les jeunes, l'attachement populaire, il y a des choses. C'est pas exhaustif, mais en tout cas, on aimerait bien travailler sur ces thématiques-là s'il y a une prochaine édition. Les géographes sont déjà à la 2e, 3e édition. Peut-être qu'on pourrait avoir chez les historiens une 2e édition au moins. On verra comment ça se passe, mais en tout cas, il y a des possibilités. Ouais, juste 2 dernières diapos pour finir, pour annoncer une grande année de la Carto en 2024 à Lyon, puisqu'on organise donc Lyon 3 avec notamment, il n'y a pas que Lyon 3, il y a Lyon 2 aussi. Il y a également surtout le laboratoire environnement ville société qui porte l'organisation de la conférence internationale d'histoire de la cartographie, qui aura lieu début juillet. C'est seulement la 2e fois que ça a lieu en France. Et puis, il y aura 5 grandes expos sur la cartographie à Lyon. Donc, je vous ai mis ici le détail, aux archives municipales de Lyon, aux archives départementales, à l'ABM. Et puis, une expo ici sur l'enseignement de la cartographie à l'université, depuis la fin du 19e, début 20e. Et puis, moi, je m'occupe d'une expo avec Quentin Morcrette, qui est docteur en géographie,
on organise une expo à la bibliothèque Diderot sur les cartes et images du voyage au 19e, 21e siècle. Donc voilà, ce sera tout un programme à retrouver à partir du printemps et jusqu'au début de l'automne. Et puis, dans les actualités récentes, donc il y a cet ouvrage qui vient de paraître là ces derniers jours, de Louis Baldasseroni sur la rue. Donc, voilà, Étienne vous fait circuler. L'association Rail Histoire, on en a déjà parlé, mais il faut savoir qu'ils ont pas mal de choses. La revue d'histoire des chemins de fer, un podcast sur le chemin de fer. Oui, et puis pour les étudiants, l'adhésion est gratuite. Donc, voilà, des conférences et des journées d'études qu'on peut retrouver en ligne. Les journées du patrimoine qui sont toujours un très grand succès, encore cette année à Perrache. Je précise aussi alors ça, j'ai pas encore la date, mais j'ai participé à un colloque de spécialistes des guides de voyage, guides touristiques l'année dernière, et ça doit être publié donc sur l'illustration des guides touristiques aux presses universitaires de Rennes, normalement au courant 2024. Et puis voilà, des ressources en ligne, le séminaire P2M qui a lieu tous les mois, tous les 2 mois. Il y a une prochaine en visio sur l'automobile au Canada notamment, et avec une comparaison avec la France. Donc, mais il y a des choses à voir. Voilà, et puis on a aussi lancé un carnet hypothèse avec quelques collègues sur les guides de voyage. Donc il y a déjà quelques contenus, mais ça va progressivement se remplir. Voilà, et peut-être je répondrai à ta question après. Voilà, bon, je vais terminer là et on va vous laisser la parole. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est toujours le plus difficile d'avoir une première question, mais... Sinon, je réponds et ça lancera peut-être la discussion, mais je vais répondre rapidement. Je pense qu'en termes de marketing territorial, les images, on a besoin de nouvelles images pour remplacer les précédentes. Et donc, arrêter de faire la promotion d'un espace, il y aura une sorte comment on appelle ça, d'inertie qui va durer quand même pendant plus ou moins longtemps. Si c'est pas remplacé par d'autres images plus fortes, ça peut rester assez longtemps, effectivement. Par contre, ce qui arrive aussi, parfois, c'est qu'une image très forte remplace assez vite. Alors après, il y a plusieurs gammes. Il y a tout ce qui est de l'ordre du visuel. Aujourd'hui, comme disait Étienne, c'est plutôt les films, les séries qui ont un fort impact. Là où des acteurs plus traditionnels, comme ceux qui sont plutôt dans le marketing, la publicité, ont peut-être moins de pouvoir aujourd'hui. Et c'est pas forcément des choses qui sont contrôlées. Même si aujourd'hui les territoires cherchent à attirer des séries, des films, des tournages pour après mettre en valeur des lieux particuliers. Donc ça, je pense que effectivement, c'est assez complexe parce qu'il y a une matérialité du lieu. Il faut que le lieu soit présent pour qu'on le mette en valeur, pour qu'on le représente. Mais le lieu en lui tout seul ne va pas attirer. Et aujourd'hui, il y a même des nouveaux registres, les influenceurs qui vont venir se prendre en selfie à un endroit, et derrière, ça va générer un afflux de personnes, de touristes. Finalement, c'est à peu près la même logique qu'il y avait avec les artistes il y a 2 siècles en arrière, ou les guides, où l'idée c'était d'aller voir ce qu'on avait déjà vu ailleurs, mais aller le voir soi-même pour reprendre la même photo, revoir le même paysage. Donc voilà pour cette réponse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Ça marche du coup. Bonsoir à tous et merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Donc moi je suis étudiant en histoire. Donc il y a une formule qui m'a marqué, c'était plutôt sur le tourisme est un consommateur d'espace. Et est-ce qu'il y a eu des études d'historiens ou de géographes qui mettent en lien l'impact du tourisme sur la nature? Ça peut être de manière très générale ou beaucoup plus large. Ça, c'est juste ma première question, vraiment fermée, mais j'ai une question plus ouverte, qui est peut-être plus de l'ordre de la recherche, c'est celle de se dire que est-ce qu'il y aurait... il y a un lien très fort entre mobilité, pour moi, et nature, parce que partout où on a créé un rail de chemin de fer, on a eu un impact sur la nature. Est-ce que finalement,
ce serait pas un des plus gros moyens des sociétés humaines pour modifier la nature? Est-ce que ce serait pas à travers le transport qu'on a le plus modifié autour de nous? Donc ce serait peut-être des choses à regarder. Peut-être qu'on peut en discuter si vous avez des exemples. Sur les deux questions, alors la dernière, c'est qui fait référence plutôt aux infrastructures de transport et de mobilité, que ce soit l'autoroute ou le ferroviaire. Effectivement, il y a tout des enjeux, mais en fait, il faut aller voir plus largement le bilan carbone de l'ensemble du système de mobilité. Merci. Où au final, en fait, il y a certes une influence de l'infrastructure. Donc là, on est sur des enjeux aujourd'hui contemporains, sur la 69 et la question de la construction de cette autoroute vis-à-vis de l'écosystème, des arbres, etc. Pour faire gagner un quart d'heure, 20 minutes, payer 17 euros, je crois, pour le péage. Bon, ça pose question, évidemment. Alors, c'est déjà bien qu'on se pose la question parce que ça prouve qu'on change un peu de braquet, là où auparavant on faisait l'infrastructure sans se poser de questions sur l'écologie, etc. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est davantage que l'infrastructure, ça va être aussi son utilisation et quel bilan carbone elle va produire, à la fois en termes d'infrastructure, donc construire l'infrastructure, et ensuite ses usages, combien de voitures vont passer là, de camions, etc., pour produire quelle pollution, et ainsi de suite. Donc plus largement, il y a ça, parce que sur le côté d'entreprises de type Rhône-Poulenc, où on est dans le couloir de la chimie, on a ce même phénomène-là, mais sur un site en particulier, mais qui va avoir un bilan carbone qui va s'étendre du fait de la diffusion de la pollution de l'air, etc. Donc, c'est pas évident d'arriver à pointer précisément quel est le bilan carbone de la même manière d'un écosystème, type le système automobile ou le système ferroviaire. Quoi qu'il en soit, il n'y en a aucun qui est zéro carbone. Hein. On parle de voyage zéro carbone, mais ça n'existe pas, comme la voiture électrique est zéro carbone, ainsi de suite. Donc, c'est assez compliqué de la même manière que sur le tourisme. On dit la France est première dans l'accueil des touristes, etc. Mais ça reste en fait des chiffres que l'on ne maîtrise pas parce qu'en fait, chacun d'entre vous peut être touriste en France. C'est-à-dire vous allez en Bretagne, vous n'êtes pas compté comme un touriste. Pourtant, vous avez été une semaine en Bretagne pour faire du tourisme. Donc c'est seulement ceux qui passent les frontières pour des raisons quand ils marquent le motif d'être touriste. Quand vous allez aux États-Unis sans visa, vous dites que vous venez pour du tourisme. Donc on vous compte comme un touriste. Mais si vous si vous allez à 2 offices de tourisme en France, par exemple en Bretagne, vous dites je vais à Vannes pour faire du tourisme et je vais à l'office de tourisme, ils vous demandent pourquoi vous venez, vous dites je viens faire du tourisme. Vous allez après à Lorient, à l'office de tourisme, vous dites pourquoi vous venez, je viens pour du tourisme. Vous êtes compté 2 fois. C'est un seul voyage. Donc les chiffres peuvent être constamment modifiés et donc là-dessus c'est assez compliqué d'avoir une vision claire et nette sur cet enjeu-là. Sur la deuxième question, est-ce qu'il y a des études sur l'écosystème, enfin l'influence du tourisme sur le territoire? Moi, sur le Québec que j'ai étudié, oui, on voit l'arrivée d'une route qui est goudronnée, qui va transformer le territoire en un territoire particulièrement connecté avec Québec, Montréal, je pense au nord du Québec, et qui va avoir chaque territoire, une fois qu'il est connecté à une route ou une infrastructure, va avoir sa teinte touristique. La Gaspésie, ça va être le tourisme maritime, etc. Le lac Saint-Jean, ça va être un autre type de tourisme. Montréal, ça va être la ville anglophone. Québec, ça va être la ville francophone. Et chaque territoire, à l'issue de ce qu'on connaît ici en France sur les guides Michelin, et qui font une régionalisation des territoires, l'infrastructure permet justement cet étalement urbain et cette extension du tourisme. Ouais, je vais compléter avec plusieurs éléments. Sur la consommation d'espace, alors c'est vrai que oui, le tourisme est consommateur. Après, toutes les activités sont consommatrices d'espace et elles sont toutes en concurrence. Et après, voilà, certaines fois, c'est l'entreprise, l'immobilier, l'agriculture, etc., qui va gagner. Mais pour le tourisme, la difficulté, c'est que potentiellement tous les espaces peuvent être touristiques. Aujourd'hui, il y a toujours des gros bateaux de croisière qui vont au Groenland, par exemple, tourisme de très haut de gamme pour aller voir la banquise. Donc tout peut être touristique et même dans une perspective de fin du tourisme, peut-être que les dernières formes de tourisme vont être celles pour aller voir
pour la dernière fois un lieu avant qu'il ne soit plus accessible, qu'il soit détruit, etc. L'Antarctique. Voilà. Alors après, je voulais faire aussi un petit point historique sur les premières lignes de chemin de fer touristiques en Royaume-Uni. Il y a un ouvrage qui parle bien du début du tourisme et du fait qu'à l'époque, il y a beaucoup de voix qui sont contre, mais pas pour les raisons actuelles. Aujourd'hui, c'est la biodiversité, c'est l'environnement. À l'époque, c'est plutôt le paysage au sens de la beauté du paysage, la beauté picturale, et dire, bah voilà, si on construit une ligne de chemin de fer sur cette colline, ça va défigurer, on ne pourra plus la peindre, ça va complètement changer le paysage. Donc voilà, il y avait ça. Et d'un autre côté, il faut aussi dire que le tourisme et toutes ces innovations de mobilité, de transport, à l'époque et même encore aujourd'hui, sont vues sous l'ordre du progrès. Quand on amène le chemin de fer dans une région, bah, ça permet de développer des villes, ça permet de développer du transport de marchandises et de dynamiser tout un secteur. Donc c'est toujours difficile, c'est contradictoire. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi un mot qu'on n'a pas encore employé aujourd'hui, mais qui est important, la standardisation. Tous ces grands acteurs, ils ont aussi standardisé une offre parce que dans le tourisme, on recherche aussi le confort qu'on a dans sa vie quotidienne. Donc les hôtels, les moyens de transport, les magasins, etc. Tout ça, ça fait partie du package touristique. Et après, la question qui se pose, c'est voilà, est-ce que tous les espaces doivent être standardisés de cette manière-là? Il y a la question, par exemple, est-ce que des auteurs de guides se posent la question parfois de dire est-ce que ce village, je le rajoute dans le guide ou j'en parle pas justement pour pas qu'il devienne dans 5 ans un énorme truc avec des magasins de souvenirs, avec des hôtels et qu'il n'y ait plus du tout ce qui faisait son charme. Donc c'est toujours un paradoxe en fait. Et comme le disait Étienne tout à l'heure, on se plaint des touristes, mais on est tous des touristes et si on est là, c'est qu'on est comme les autres. Donc voilà, il y a un rapport très personnel aussi au voyage qui fait qu'on aimerait être tout seul ou en tout cas avec moins de monde et profiter. Et ce qu'essayent de montrer nos photos sur Instagram ou Facebook ou Twitter, etc. Donc on essaie de prendre la photo où il n'y a personne, alors qu'en fait, il y a derrière nous ou à côté de nous, il y a 25 personnes qui attendent de faire la même photo. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Et tu le soulignais en disant que finalement, l'offre touristique, plus elle est plurielle, plus elle répond à des besoins ou elle crée le besoin en fait. Donc faire des offres zéro carbone, etc., ne supprime pas les autres offres, au contraire. Et les low cost, que ce soit en train ou en bus, ne réduisent pas les déplacements. Au contraire, vont les augmenter. Il y a des étudiants ici qui peuvent faire un spring break pour aller à Amsterdam pour 50 € aller-retour. Et donc ne vont pas s'en priver à juste titre parce que auparavant ça n'existait pas, aujourd'hui ça existe. Pourquoi s'en priver? Soit on a une conscience écologique, mais on se dit les autres ont pollué, donc pourquoi moi je ne polluerai pas, etc., etc. Donc c'est compliqué de réduire le tourisme. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue historique, le tourisme avant le XVIIIe siècle, avant le Grand Tour, n'existait pas. Donc on peut considérer que le tourisme est né et pourrait mourir, pourquoi pas, même si on est en train de parler aujourd'hui, avec Elon Musk et d'autres, de tourisme spatial, qui est... voilà. Moi, je suis plutôt sur une théorie de dire que potentiellement le tourisme va commencer à se restreindre, même si il ne prend pas la direction, et qu'on revienne à un tourisme du XVIIIe siècle avec un tourisme pour l'élite, parce que les déplacements vont coûter de plus en plus cher, parce que la sécurité, parce que la géopolitique, parce que plein de choses. Mais c'est une hypothèse qui est basée sur mes expériences. C'est sûr que les choses qui peuvent contraindre le tourisme, on l'a vu, c'est une pandémie, même si ça repart de plus belle encore derrière. C'est une catastrophe naturelle, c'est un volcan en éruption en Islande qui va empêcher les vols, c'est le terrorisme, c'est la guerre, etc. Mais par contre, le tourisme a aussi une capacité à se renouveler. Ça fait quand même plusieurs décennies qu'on a du dark tourism, donc aller voir Tchernobyl, aller voir Sarajevo, aller voir des lieux qui justement sont pas les lieux touristiques classiques, donc le tourisme de catastrophe. Donc potentiellement, il y a cette possibilité. Par contre, aujourd'hui, c'est plutôt la question de est-ce qu'il faut aller voir les merveilles du monde. Est-ce que
il y a aussi toutes ces questions aujourd'hui. Bon, la plupart des questions tournent quand même autour de l'avion, puisque c'est quand même le principal émetteur de carbone, en tout cas sur ce type de voyage. Il y a la question de est-ce que aujourd'hui, dans une vie, il faut aller dans plusieurs continents et si on y va, on y reste combien de temps? Si on y va pour un week-end, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, c'est toutes ces questions. Donc le voyage, il évolue, mais d'un autre côté, il n'y a jamais eu autant de touristes. Il y en a chaque année de plus en plus parce que d'autres populations ont accès au voyage. Enfin, il n'y a qu'à penser aux Émirats, à Dubaï ou aux grands pays asiatiques. Aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être tu les as, mais il y a sans doute plus de touristes asiatiques que européens ou nord-américains. Une critique ou une remarque, ça existe aussi sur la présentation. Il y en a qui travaillent sur les transports et les mobilités ou c'était juste par curiosité que vous n'avez rien d'autre à faire ce soir et que vous avez gentiment accepté de venir? Ce qu'on vous remercie. On est ravis que vous soyez là, hein. Ce n'est pas une critique négative. Hein. Peut-être juste, on a terminé, je pense. Ça, ouais. Vous remercier. Après, on est disponible pour discuter s'il y a besoin ou si vous avez envie. Si vous êtes trop timide de faire ça en groupe, on peut faire ça en individuel, ça marche aussi. Remercier la bibliothèque et puis Damien aussi pour l'accueil et l'organisation. Merci à vous d'être collègues. resté jusqu'au bout, d'avoir discuté avec nous, ou du moins de nous avoir écoutés. Voilà, on a nos adresses mail, on est disponible pour discuter s'il y a besoin ou si vous avez envie. Ouais, vous pouvez nous trouver assez facilement en ligne sur nos adresses, pages institutionnelles. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des propositions pour la prochaine édition du livre, encore une fois, c'est bien que ça vienne de vous aussi. On verra ce qu'on peut faire parce que les travaux ne sont pas toujours disponibles. Hein. Moi, je sais que sur le handicap, en historien, il n'y a pas beaucoup de gens ou historiennes qui ont travaillé le handicap et les transports. Donc, c'est des nouveaux sujets à aborder. Même le rapport femmes-mobilité. Alors, femmes-transport, ça existe. Il y a des sujets sur les femmes et l'automobile, par exemple. Mais femmes et mobilité, ce n'est pas encore fait. Donc, il y a plein de pistes à ouvrir dont vous pouvez vous emparer pour un mémoire, pour une thèse, pour je ne sais quoi. Merci à tout le monde. Merci encore Lionel pour l'accueil. Et merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.